Bien, merci Néji pour l'introduction. Je vais parler aujourd'hui de la couleur des verres et des céramiques. C'est un thème que j'ai choisi un petit peu en fonction du lieu, de la Tunisie, parce que je suis allé visiter le musée ce matin. Les verres, les céramiques, enfin surtout les céramiques, hein, les mosaïques, etc. Toute la culture tunisienne est imprégnée de ces matériaux-là. Alors en fait, la couleur, c'est quelque chose qui nous paraît absolument évident, trivial. Je dirais qu'un gamin commence tout de suite à prendre des crayons de couleur, à barbouiller sur du papier. Donc c'est a priori un sujet extrêmement simpliste, je dirais. Pourtant, c'est ce que j'appelle une des grandes aventures de l'humanité. La couleur, ça a commencé au moment des préhistoriques, sur les grottes pariétales. Pour faire les peintures rupestres telles que celle-ci, il fallait déjà maîtriser certains pigments colorés pour pouvoir faire du jaune, du rouge, du noir. On verra tout à l'heure comment. Et c'est encore au XXIe siècle, le siècle de l'image, l'affichage, les écrans plats, tout ça, c'est encore une des grandes aventures techniques, technologiques et scientifiques du monde actuel. Donc la couleur est vraiment quelque chose qui a préoccupé et joué un rôle très important dans tout le développement de l'humanité. Donc on va essayer un petit peu de voir cette affaire-là. Alors la première chose qu'il faut souligner, c'est que la couleur, c'est en fait trois partenaires. Alors un premier partenaire, évident, c'est l'œil. C'est l'œil qui juge de la couleur, qui voit la couleur. Ce n'est pas un instrument de physique. Hein, on voit du rouge, du jaune, du bleu, on le voit à cause de notre œil. Donc c'est vraiment l'instrument de mesure qui nous intéresse. Deuxièmement, bien évidemment, l'objet, le verre, la céramique qui va être coloré. Ça va être l'objet de notre étude. Mais ce qui est très important, c'est que cet objet n'est coloré que s'il y a la lumière, s'il est éclairé. C'est un vieux proverbe français qui dit « la nuit tous les chats sont gris », c'est-à-dire que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Hein? Alors, voilà un exemple. Un autre exemple, pour qu'il y ait couleur, il faut qu'il y ait la lumière et la matière. Donc, vous voyez ici, on est sur la Lune. Ce n'est pas moi qui ai pris la photo. Hein. On est sur la Lune. Vous voyez la Terre qui est éclairée par le Soleil. Donc, il y a de la couleur. C'est bleu, on verra pourquoi. Vous voyez que le ciel ici, il n'y a pas de couleur. La lumière le traverse, mais comme il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière, vous voyez tout noir. Le ciel, d'ailleurs, vous le voyez noir. Hein. Vous ne voyez éclairé que les objets célestes. Quand il n'y a pas de matière, la lumière n'éclaire pas, entre guillemets. Bien. Donc, ça, c'est un point important. Et il faut la lumière. Et deuxièmement, ça dépend de la lumière. La couleur dépend de la lumière qui éclaire, vous connaissez bien. Alors j'ai pris l'exemple de l'alexandrite. L'alexandrite, c'est une pierre précieuse, un aluminobérylate ici, avec le chrome. Et cette pierre, selon que vous les regardez avec la lumière du jour ou la lumière artificielle, elle apparaît verte ou rouge. Alors ça c'est très frappant. Hein. Vous avez deux photos, vous voyez bien, c'est la même. Simplement, l'éclairage est différent. Vous connaissez tous, hein, quand on va acheter un habit, on regarde toujours, on sort de la boutique pour voir la lumière du jour. Ce n'est pas exactement les mêmes teintes que la lumière artificielle. Bon, là, vous avez un exemple extrêmement saisissant qui s'appelle alexandrite parce que c'était le vert et le rouge étaient les couleurs du Star Alexandre. Et donc, il a donné son nom à cette pierre-là. Donc, la couleur est transportée par la lumière. Alors, transporté par la lumière, vous connaissez tous l'expérience de Newton, l'expérience du prisme. C'est-à-dire que si vous prenez de la lumière blanche, vous la faites passer à travers un prisme, ben vous voyez l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que la lumière blanche est constituée de toutes les couleurs. Donc, elle transporte la couleur. Vous avez un autre exemple quand on regarde l'arc-en-ciel. Alors, si on veut faire un petit peu comprendre ce qui se passe, si on veut faire un peu de physique, un peu de science, eh bien, il faut derrière la sensation physiologique qu'est la couleur, que reçoit notre cerveau à travers l'œil, ben, il faut arriver à faire des mesures, à dire le rouge ça vaut tant, le bleu ça vaut tant. Il faut pouvoir mesurer. Alors mesurer la couleur, ce n'est pas très difficile. La couleur, c'est un rayonnement électromagnétique, disons pour être simple, c'est une onde. Donc c'est quelque chose qui se propage comme ceci, la direction de propagation, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et à partir du moment où vous avez un phénomène ondulatoire, eh bien, il y a immédiatement une mesure qui s'appelle la longueur d'onde, c'est cette distance-là à partir de laquelle le système se reproduit identiquement à lui-même. Donc c'est facile, c'est une longueur. J'appuie mal sur c'est une longueur. Alors ça va être du 0,4 micron pour le violet, du 0,8 micron pour le rouge, etc. Donc maintenant, chaque couleur a une longueur. Premièrement, il y a aussi une autre mesure. Vous vous mettez quelque part et vous regardez combien de fois par seconde passe la bosse. C'est ce qu'on va appeler la fréquence. Un certain nombre de fois par seconde, et cette fréquence correspond à une énergie.
par la relation qui est ici. Hein. Alors la fréquence, c'est simplement la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde, ça c'est des maths très simples, et l'énergie, c'est la fréquence multipliée par une certaine constante. L'énergie, vous le savez bien, quand on va au soleil, ça vous chauffe, le rayonnement solaire, la lumière transporte de l'énergie. Donc ça veut dire la chose suivante qui est très importante, il y a deux façons de mesurer la couleur, une longueur, une énergie. Ceux qui sont très savants, c'est les deux espaces duals de la relativité. Bon, ceux qui sont pas loin, je passe au suivant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la couleur, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Ça va depuis les ondes radio, quand vous écoutez Radio Luxembourg, Europe numéro 1, ou je ne sais pas quoi, où les longueurs sont de l'ordre du kilomètre. Ça va jusqu'au rayonnement gamma, rayonnement nucléaire, où les longueurs alors, sont de l'ordre de 10 puissance moins 12 mètres, en passant par les micro-ondes, pour faire chauffer votre beefsteak dans un four, les infrarouges, le visible, l'ultraviolet, les rayons X. Tout ça, c'est exactement la même chose. La seule chose, évidemment, je l'ai souligné tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est ce que voit notre œil. Notre œil, il ne voit pas grand-chose. Il voit juste quelques dixièmes de microns, entre 0,4 et 0,8 microns, grosso modo. Et c'est ça l'arc-en-ciel, et c'est ça qu'on va appeler la couleur. D'autres animaux que nous voient d'autres couleurs différemment. Et même nous, si on a des défauts de vision, bien, on ne voit pas les couleurs de la même façon les uns et les autres. D'accord ? Bien, mais ceci étant, on est quand même arrivé à mettre une mesure derrière une couleur, donc à pouvoir faire de la science, donc à pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est simplement les couleurs de l'arc-en-ciel que vous connaissez tous, depuis l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet, et on est capable de voir que ceci. Alors si on essaye de voir maintenant pourquoi un objet est coloré. Alors il est coloré parce qu'il faut l'éclairer. Il faut l'éclairer, donc il faut une source lumineuse. Mais bien évidemment, tant que la lumière n'a pas frappé l'objet, ça c'est censé être l'objet coloré, hein, la cible. Tant que la lumière n'a pas frappé l'objet, il ne se passe rien, la lumière est blanche. Une fois qu'elle est passée, c'est trop tard, c'est bleu, c'est jaune, c'est rouge. C'est fini. Donc tout se passe au moment où il y a le choc, la collision entre le rayonnement lumineux et les atomes de la matière. C'est au moment où il y a cette collision qui va durer 1/100000e de seconde. C'est à ce moment-là que tout se passe. Donc c'est ça qu'il faut regarder si on veut comprendre ce qu'est la lumière, la couleur. Alors, ce qui se passe, il y a deux choses possibles qui se passent. Ou bien les deux partenaires, lumière, matière, échangent quelque chose entre eux. C'est ce qu'on appelle les chocs inélastiques, ou ils n'échangent rien. Alors, il y a un vieux proverbe français qui dit « La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a ». C'est pareil ici, la lumière ne peut échanger que ce qu'elle possède, c'est de l'énergie. Donc, ou bien lumière, matière échangent de l'énergie, c'est ce qu'on appelle des chocs inélastiques, et il y aura tout un tas de phénomènes colorés derrière, ou bien ils n'échangent pas d'énergie, c'est ce qu'on appelle un choc élastique. Pour prendre une image, vous avez deux voitures qui se cognent. Si le choc n'est pas violent, les deux voitures repartent, c'est élastique, comme elles étaient. Si le choc est violent, il y a de la carrosserie qui est froissée, et c'est irréversible. Donc il y a un peu ces deux facteurs-là. Donc on va regarder, si vous voulez, ce qui se passe dans les deux cas, choc élastique, choc inélastique. Alors, choc élastique, pas d'échange d'énergie. Et ce qui se passe, c'est ce qu'on va appeler les couleurs physiques, que je vais te montrer tout de suite. Première chose évidente, le rayonnement, la lumière est freinée. Quand elle passe du vide dans la matière, elle va aller moins vite parce qu'elle va être en collision avec tous les atomes. Quand vous courez sur la plage, vous courez vite. Si vous entrez dans l'eau, vous êtes freiné par l'eau. Donc elle est simplement freinée. La vitesse de la lumière dans l'air, ou dans l'eau, ou dans le verre, est bien évidemment inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide. Et le rapport des deux vitesses, c'est ce qu'on appelle l'indice optique. C'est quelque chose de très important pour un verrier. Les propriétés optiques du verre vont dépendre essentiellement de cette affaire-là. Si on veut augmenter l'indice optique, on va mettre des obstacles plus gros que des atomes, ou des gros atomes, typiquement du plomb, qui est très lourd, qui fait un obstacle plus important et qui va freiner d'autant plus. Et à ce moment-là, on aura un verre qu'on appelle du cristal de Bohème, une chose comme ça, qui va avoir un aspect optique un petit peu particulier. Alors derrière cette affaire-là, je ne vais pas le développer, mais c'est toutes les lois de Descartes, c'est le fait que le rayonnement est dévié quand il va passer dans une lame de verre. Il est freiné, mais il n'est pas freiné exactement de la même façon selon la couleur. On peut comprendre, s'il a une forte énergie, s'il va très vite, il ne va pas être freiné exactement pareil que s'il va un petit peu moins vite. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle la dispersion, et c'est la raison pour laquelle, quand vous envoyez de la lumière blanche dans un prisme,
eh bien le violet va être dévié d'une façon différente du rouge. C'est pour ça que vous voyez l'arc-en-ciel, c'est pour ça que les pierres, le diamant, etc. vont avoir des feux, enfin des aspects irisés un petit peu particuliers, d'autant plus que l'indice va être important. Donc il y a des phénomènes colorés du style arc-en-ciel. Deuxième possibilité, il est dévié. Donc il y a des chocs, et à force d'avoir des chocs, au lieu d'aller tout droit, il va aller un peu à gauche ou un peu à droite, comme une balle que vous envoyez avec une raquette. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Alors la diffusion, elle peut être incohérente ou cohérente, je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors diffusion, ça va dépendre essentiellement de la taille de la matière par rapport à la taille de la lumière, de la couleur. La couleur, c'est quelques dixièmes, mettons un micron. Si les objets matériels sont tout petits par rapport à ce micron, c'est le cas des atomes, à ce moment-là, c'est transparent, et ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh, c'est-à-dire que c'est surtout la lumière bleue qui est diffusée, d'où la planète bleue, due à la diffusion de la lumière du Soleil sur l'atmosphère, d'où le fait que le ciel soit bleu, que la glace apparaisse bleue, etc. Donc ce bleu du ciel, c'est ce phénomène de diffusion qui fait que le bleu est plus diffusé que les autres couleurs de la lumière du Soleil. C'est ce que j'appelle les couleurs du ciel. Si vous regardez le ciel à midi, pas le soleil directement dans l'œil, parce que là, vous n'allez plus voir, hein, il n'y avait que Pharaon qui pouvait regarder le soleil directement dans l'œil, mais si vous regardez à côté la lumière diffusée, vous voyez le ciel bleu. Mais si vous attendez le coucher de soleil, quand le soleil se baisse, tout le bleu a été diffusé, ce qui reste transmis, ça va être le rouge, et vous voyez les magnifiques couchers de soleil qui sont rouges. Donc ça, c'est les phénomènes de diffusion. La lumière passe, mais elle est déviée, pas tout à fait pareil, selon qu'elle est rouge ou bleue. Voilà. Maintenant, l'obstacle grandit. Il va être un peu plus petit que la lumière, donc un peu plus petit que le micron, et c'est typiquement ce qu'on appelle la diffusion de Mie. Bon, ça c'est un nom scientifique, mais c'est typiquement ce que vous voyez quand vous avez du brouillard. Vous avez du brouillard, des petites gouttelettes d'eau qui sont petites, la lumière traverse, mais vous avez cette espèce de diffusion qui est ici. Alors ça c'est le brouillard, mais ça c'est intéressant dans le domaine du verre, puisqu'on veut parler du verre. Oula. Ça va être ce que je vais dire juste là. Voilà, c'est quand on veut faire les verres opalescents. Quand on veut donner cet aspect un peu opalescent au verre, qu'est-ce que l'on fait? On prend le verre, on met dedans des produits minéraux qui étaient du phosphate de calcium, c'est-à-dire des os broyés au siècle 19e, qui sont maintenant plutôt des composés fluorés. On refroidit le verre, il est transparent, et on réchauffe, on fait ce qu'on appelle un recuit. Les atomes de phosphate de calcium vont se rassembler, ça va faire des petits cristaux. Et si on opère bien, ces petits cristaux vont donner cet aspect opalescent au verre. Une autre application plus récente, c'est les cloisons qu'on appelle Privalite. Je crois que c'est Saint-Gobain, enfin je ne veux pas faire de publicité. Vous avez ici deux vitrages, et entre ces deux vitrages, il y a des molécules organiques qui sont des cristaux liquides, qui diffusent la lumière, et vous voyez que ça n'est pas transparent. Si vous appliquez un champ électrique, donc vous branchez, à ce moment-là, les cristaux, les molécules s'alignent et ça devient transparent et la cloison passe de transparent à opalescent. Donc vous avez une application dans le domaine verrier de ces affaires-là. Si vous allez en Suède, c'est très surprenant. La porte des toilettes publiques, elle est comme ceci. Hein? Mais dès que vous fermez, à ce moment-là, ça devient comme ça. Mais quand on ne sait pas, on hésite un peu. Ça, c'est une propriété du verre. Bien évidemment, la céramique, vous le savez, n'est pas transparente. C'est la grande différence entre le verre et la céramique. Le verre, c'est en fait un liquide fondu qu'on a figé, donc c'est transparent comme un liquide, comme un verre d'eau. Par contre, la céramique, c'est une poudre, un solide, que l'on a aggloméré. Il y a des grains de poudre qui diffusent la lumière et par conséquent, la lumière ne traverse pas. C'est la grande différence entre l'un et l'autre et ça va avoir des conséquences dans le domaine de la couleur. Alors, un cas particulier intéressant dans ces phénomènes de diffusion, c'est ce que l'on connaît sous le nom de verre rubis. C'est-à-dire ces rouges extrêmement intenses que vous avez dans certaines verreries, et en particulier dans des vitraux. Vous avez des rouges rubis extrêmement intenses, et ça, c'est des phénomènes essentiellement de diffusion. Alors, voilà comment on opère. Dans le bain fondu, donc dans la silice au-dessus de 1000 degrés, vous rajoutez des sels d'or, du chlorure d'or, et puis, par exemple, des sels d'étain et choses comme ça qui vont servir de réducteurs. Donc l'or va devenir de l'or métallique. Vous trempez. Voilà le flacon que vous avez, il est parfaitement transparent, incolore. Il y a de l'or dedans. L'or ne donne pas de couleur. Vous faites un recuit, donc vous allez le chauffer, vous voyez, à 560 degrés, les atomes d'or vont diffuser,
puis deux atomes d'or qui se rencontrent, c'est comme deux gouttes d'eau qui se rencontrent, ça va s'agglomérer. Et progressivement, la taille des particules d'or va augmenter, et quand la taille devient de type qu'on appelle colloïdal, c'est-à-dire en gros le dixième ou le centième de la longueur de la lumière, à ce moment-là, vous avez ce rouge extrêmement intense qui apparaît. Alors c'est un phénomène physique un peu complexe que je ne vais pas détailler, mais il y a possibilité d'avoir des rouges extrêmement intenses, et c'est vraiment l'astuce là-dedans, c'est d'arriver à avoir une dispersion homogène de petites particules. Si elles sont trop grosses, ça devient opaque. La lumière ne traverse plus. Alors vous avez des réalisations superbes. Vous voyez ici, par exemple, dans un vase antique, selon que le métal utilisé, ce sont des petites particules métalliques, hein, et de l'or ou de l'argent, vous avez du rouge, vous avez plutôt du jaune orangé. Et ça, c'est un flacon de chez Christian Dior, où vous voyez un dégradé qui est ici. Ce dégradé, c'est simplement, donc c'est de l'or ou quelque chose d'équivalent. Et le dégradé est simplement dû au fait que vous avez chauffé plus en haut qu'en bas. Donc vous avez dans un gradient de température, vous mettez le flacon de verre et vous allez donc faire croître les petites particules d'or et la taille va évidemment dépendre de la température. Ce n'est pas évident à faire, mais ça donne des résultats qui sont extrêmement jolis. Un autre aspect des couleurs physiques, c'est la diffusion cohérente, c'est typiquement le papillon. Alors là, c'est un phénomène particulier qui va se produire que s'il y a une relation particulière entre la longueur de la lumière, de la couleur, quelques microns, et la distance, la grandeur du matériau. Alors, je m'explique, c'est ce que l'on connaît, au moins pour ceux qui sont un peu scientifiques, comme étant la diffraction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une relation entre la longueur d'onde et les distances entre les atomes, il y a ce qu'on appelle des interférences entre les rayonnements qui s'ajoutent ou qui se retranchent, et ça fait la diffraction des rayons X qui permet de déterminer la structure des systèmes. Les rayons X, la couleur, c'est de l'ordre de l'angstrom, la distance entre les atomes, c'est de l'ordre de l'angstrom, donc c'est compatible. Par contre, si on est dans le domaine de la lumière visible, si vous aviez une lumière monochromatique, une couleur, ou c'est blanc ou c'est noir, mais si vous avez de la lumière blanche, il va y avoir cette relation pour certaines couleurs, et par conséquent, on va avoir les phénomènes d'iridescence que vous connaissez. Ça, c'est un disque optique, c'est simplement les sillons, etc. Alors là, derrière, il y a beaucoup de colorations qu'on appelle les couleurs physiques, qui sont, il y a l'opale. L'opale, c'est des petites billes de silice dont le diamètre, vous voyez, est quelques dixièmes de micron, même taille que la lumière, et par conséquent, en lumière blanche, vous avez ces phénomènes d'iridescence qui sont ici et qui donnent la beauté de l'opale. Donc là, c'est sur des petites billes qui sont entassées dans les trois dimensions de l'espace. Très jolies, les ailes de papillon. Les ailes de papillon avec ces couleurs iridescentes qui dépendent beaucoup de l'angle sur lequel vous regardez. Alors pourquoi? C'est les morphos, là, en l'occurrence. Alors pourquoi? Si vous regardez au microscope les ailes de papillon, vous voyez qu'il y a une structure, c'est des petites écailles qui sont comme ceci. Et quand là, c'était 100 microns avant, maintenant c'est 10 microns. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des structures comme ça régulières qui vont faire de la diffusion cohérente de la lumière et d'où les couleurs iridescentes des ailes de papillon. Vous avez un phénomène à peu près analogue pour les oiseaux. Les plumes du paon, c'est pareil. Si vous regardez la structure des plumes, vous voyez qu'il y a des petites cuvettes ici. Donc ce n'est pas du tout des pigments, c'est juste la structure qui a des dimensions qui sont comparables avec les dimensions de la lumière et qui donnent ces phénomènes d'iridescence. Les nacres, bien évidemment. Cette fois-ci, les nacres, c'est des couches de carbonate de calcium avec des couches de protéines. Et l'épaisseur des couches, c'est de l'ordre de quelques dixièmes de micron, et donc compatible avec la longueur d'onde de la lumière visible, et donc des phénomènes d'iridescence. Application dans le domaine des verres, puisque je dois parler des verres, c'est les flacons, là c'est encore Christian Dior, je ne suis pas du tout payé par la maison Dior. Simplement, il se trouve que les flacons qu'ils font correspondent bien. Vous voyez cet aspect un peu iridescent, mais c'est simplement parce qu'on a mis des couches. Et puis si vous allez au musée du Bardo, si vous regardez les verres antiques, vous avez aussi ces espèces iridescentes, c'est parce qu'il y a eu une corrosion du verre qui fait qu'il y a des couches successives et ça donne ces couleurs iridescentes qui, je pense, n'étaient pas à l'origine. Bien. Différence importante entre le verre et la céramique que j'ai souligné tout à l'heure. Le verre est transparent et donc la couleur du verre, c'est sa transparence. La céramique n'est pas transparente. Et donc ce que l'on voit, ce n'est pas la lumière qui traverse la céramique, c'est la lumière qui revient, c'est la lumière réfléchie. Ce qui veut dire que dans le cas du verre, vous traversez toute la matière,
Dans le cas de la céramique, vous n'arrivez qu'à la surface. Donc la surface d'une poterie va être extrêmement importante pour son aspect optique, pour ses couleurs, pour ses propriétés. Donc la couleur d'une céramique est essentiellement due à la lumière qui est réfléchie ou à la lumière qui arrive. Une partie traverse, c'est le cas du verre, mais la céramique, vous regardez de ce côté-ci. Alors l'importance de la lumière réfléchie, l'intensité de cette lumière réfléchie, va dépendre essentiellement de l'indice optique. Disons, pour aller rapidement, plus il va être important et plus vous aurez de réflexion. C'est typiquement ce que vous mettez sur la peau quand vous mettez pour éviter les reflets et ces affaires-là. Hein. C'est ces crèmes, mais c'est ce que vous connaissez tous, les pigments qu'on met dans les peintures, qui étaient de la chaux, ça c'est en Grèce, qui sont des blancs de plomb, qui sont le plus souvent maintenant des oxydes de titane, donc des matériaux qui sont blancs, pour ne pas donner de couleur, mais qui vont faire une réflexion plus importante, donc donner à la céramique une couleur beaucoup plus vive. Donc là, il n'y a pas de couleur, mais il y a exacerbation de l'effet coloré. Alors la surface, elle peut être lisse, hein, comme une flaque d'eau. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire, comme un miroir. Donc quasiment, on se voit dedans. Ou bien, et par conséquent, l'objet va avoir un aspect brillant, c'est le cas du miroir. Ou bien, elle peut être rugueuse, qui est le cas général d'une poterie. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle la réflexion diffuse, c'est-à-dire que l'on voit quelque chose qui a un aspect mat. Alors ça, c'est évidemment la plupart du temps ce qui se passe avec les poteries. Je pense que ma batterie est un peu out. Donc la plupart des poteries anciennes étaient mates, simplement parce que la surface était rugueuse. Hein, et pas spécialement brillante. Donc si on veut avoir une surface brillante, à ce moment-là, on va avoir ceci. Bon, je vais prendre ça. On va essayer de faire une poterie comme ceci, qui premièrement est beaucoup plus jolie, a un aspect brillant, beaucoup plus joli, et aussi, en plus, est imperméable. La précédente était plus ou moins poreuse, donc si vous mettiez de l'eau, elle pouvait finalement partir. Là, en plus, ça va assurer l'étanchéité du système. Alors comment fait-on pour faire un émail, pour faire une glaçure sur une céramique? Eh bien simplement, on va en fait mettre une couche vitreuse. On va faire une couche de verre qui, comme un liquide, va s'étendre et va faire une surface qui va être une surface lisse. Là, c'est une porte de Babylone. Alors comment fait-on? Là, c'est un bel exemple de glaçure avec les céladons coréens. Alors comment fait-on? Simplement sur la céramique que l'on a travaillé, où on a mis la couleur, tout à l'heure on verra pourquoi, eh bien, on va simplement appliquer par-dessus une couverte vitreuse transparente, c'est-à-dire une couche qui, lorsqu'on va la chauffer à haute température, va fondre pour donner une couche de verre, une espèce de vernis qui va être du verre. Et donc ça va être le secret de ces poteries-là. Et c'était très répandu du temps des Abbassides. J'ai pris là une revue relativement récente qui vous montre ce que l'on tient. Alors ça, c'est l'émail, c'est la glaçure, ça vous donne un aspect brillant. Ici, il y a un plus qui s'appelle le lustre, c'est-à-dire un aspect brillant, mais avec un petit peu, je ne sais pas trop comment le dire, d'autres mots, enfin un aspect un peu lustré. Voilà, c'est-à-dire que c'est brillant et puis il y a un petit quelque chose en plus dans ces céramiques-là. Alors, je vais plutôt passer par là. Voilà. Alors, pour faire ça, il faut quoi? Il faut, premièrement, faire une couche brillante, la glaçure de tout à l'heure. Donc, faire un traitement, mettre cette couche qui va fondre pour donner du vert et donner l'aspect brillant. Mais il faut aussi jouer avec ce que j'ai raconté juste avant, les verres rubis, les petites particules métalliques. C'est elles qui vont donner l'aspect lustré. Donc, il faut faire un troisième traitement qui va être un traitement de réduction qui va permettre d'avoir des petites particules métalliques bien répandues uniformément dans cette glaçure vitreuse. Alors, voilà par exemple ce que l'on a dans le domaine des céramiques, hein, des exemples de céramiques lustrées qui sont ici. Et donc, vous voyez un petit peu l'aspect que ça donne, hein, ça donne cet aspect-là. Et pour faire cela, alors on fait la céramique d'abord, hein, donc on la fait normalement. On va mettre ensuite une couche vitreuse, c'est-à-dire typiquement un émail avec des plombs, de l'oxyde d'étain, des choses comme ça, que l'on va faire fondre à haute température pour donner une glaçure. On va ensuite mettre une peinture métallique, puisqu'on veut des petites particules métalliques, on va mettre une peinture avec des sels d'argent, de cuivre, d'or ou des choses comme ceci. On va faire une cuisson, c'est la troisième. Première pour faire la poterie, deuxième pour faire la glaçure, troisième pour faire les petites particules métalliques, qui va réduire ça en petites particules métalliques bien dispersées.
Et puis ensuite, ben, on va nettoyer la surface, ce qui est appelé le brossage. Et à ce moment-là, on va avoir une surface qui va donner cet aspect lustré. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de manip là derrière. Hein. Encore plus, là c'est une des carrelages de la mosquée de Kérouan, donc j'ai choisi exprès pour vous. Hein. C'est des lustres polychromes, c'est-à-dire que l'on s'est arrangé ici pour qu'il y ait plusieurs natures de petites particules métalliques qui vont donner du lustre, qui vont donner de la couleur, mais selon l'angle sous lequel on regarde, vous voyez qu'on ne voit pas du tout la même chose. Et on ne voit pas la même chose parce que sous certains angles, vous allez avoir la réflexion qu'on appelle spéculaire, donc qui va vous exacerber la couleur, mais dès que vous passez à côté, c'est une autre petite particule qui va donner cet aspect spéculaire et qui va donner sa couleur. Donc selon l'angle d'éclairage, vous allez voir une couleur qui va varier. Donc vous voyez qu'il y a de la jolie science et il y a de la superbe technologie là derrière. Donc ça donne des carrelages de ce style-là. Alors je passe maintenant, ça c'est la première catégorie, je passe maintenant au système où il y a échange d'énergie entre les deux partenaires, ce qu'on appelle les chocs inélastiques en termes un petit peu savants. Ben, j'ai pris les teintures classiques hein, que vous pouvez trouver dans tous les souks qui sont ici. Donc c'est les teintures que l'on connaît bien. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante, la lumière arrive, entre en interaction, il y a ce choc qui va durer 1 millième de seconde ou 1 millionième de seconde entre la lumière et les atomes de la matière, et à ce moment-là, il y a échange d'énergie entre les partenaires. Alors échange d'énergie, c'est-à-dire que le rayonnement va donner une partie de son énergie à la matière qui va l'emmagasiner. Ça veut dire que la matière va passer d'un état de basse énergie, ce qu'on appelle scientifiquement l'état fondamental, à un état de plus haute énergie, ce qu'on appelle l'état excité. Donc il absorbe l'énergie. Une seule chose, ça ne se fait que dans des conditions rigoureusement strictes, ce qu'on appelle la règle de Bohr, c'est-à-dire que l'énergie du rayonnement doit être rigoureusement égale à l'énergie que le matériau est capable d'absorber. Alors je vais préciser ce que j'entends par là. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi. On aurait tendance à dire bah, je vais en mettre un peu plus, ça va marcher mieux. Ça ne marchera pas du tout. C'est un peu comme quand vous prenez le train, vous prenez un billet entre, moi je dirais Paris et Dijon, hein, je connais mieux, donc vous prenez le prix du billet. Ce n'est pas la peine de payer 3 € de plus, vous n'irez pas plus loin. Le train s'arrête à Dijon. Si c'est une voiture, vous mettez de l'essence, et si vous mettez 1 litre de plus, vous irez plus loin. Donc là, c'est un phénomène quantifié. Il faut que ce soit rigoureusement la même chose. Pas plus, pas moins. Sinon, ça ne marche pas du tout. Alors la question, c'est à quoi ça sert, cette énergie? Qu'est-ce que la matière, le verre, la céramique, va faire pour utiliser? À quoi elle va utiliser? Ben, l'exemple que je viens de donner de l'essence dans la voiture, c'est pareil. Ça va servir à faire bouger les choses. Et à les faire bouger, qu'est-ce qui bouge dans cette affaire-là? Ça va être les électrons. Donc, réponse, un objet ne va être coloré, par ce genre de couleur, hein, que si les électrons peuvent bouger. S'ils ne peuvent pas bouger, il ne sera pas coloré. Dans la silice, les verres classiques que vous connaissez, les électrons ne peuvent pas bouger, ce n'est pas coloré. Donc il faudra mettre des colorants dans ces verres de façon qu'ils soient colorés. Alors quels sont les mouvements qu'un électron peut faire et qui nous intéressent dans le domaine du visible? Alors là c'est un peu plus scientifique, mais vous savez, je pense tous qu'un atome, c'est un noyau qui est positif et des électrons qui tournent autour. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est simplement que l'électron peut tourner autour de son noyau, et bien on va voir si on peut changer son mouvement. Pour prendre un exemple, un satellite qui tourne autour de la Terre, un petit moteur auxiliaire qui va modifier son orbite. C'est ça. Ou bien vous avez deux atomes ou deux ions l'un à côté de l'autre, il va passer de l'un à l'autre. Ou bien même il va se balader sur l'ensemble du système. Et derrière ces mouvements d'électrons, il y a des types de colorations différents qui vont être utilisés dans le domaine des verres, des céramiques et puis bien d'autres choses, bien évidemment. Alors dans le domaine du visible, c'est donc les électrons qui bougent, mais alors c'est un tout petit peu plus sophistiqué, mais enfin je pense que vous savez que les électrons sont sur des couches autour du noyau, hein, c'est un schéma qui est ici. Donc l'électron est sur une couche, il tourne ici autour. Alors ou bien vous avez un petit moteur auxiliaire, vous allez modifier son mouvement sur cette couche, ça c'est dans le domaine du visible. Ou bien carrément vous le faites changer d'orbite, mais ça demande plus d'énergie, c'est dans l'ultraviolet. Donc ça ne va pas vraiment nous intéresser, ça ne va pas être susciter de couleur. Ce qui nous intéresse, c'est la possibilité de l'électron de bouger dans la couche où il est. Alors j'évite un peu d'explications scientifiques, mais voilà quelques exemples. L'oxyde de titane dont j'ai parlé tout à l'heure, blanc.
qui sert donc à renforcer la couleur. C'est un des pigments classiques en peinture, papier, cosmétique, plastique, etc. Il n'y a pas d'électrons. Ou du moins, il n'y a pas les électrons qui m'intéressent. Je ne me demandais pas d'aller trop loin dans les structures électriques. Donc, il n'y a pas du tout d'électrons. Donc, s'il n'y a pas d'électrons, il n'y a pas de mouvement d'électrons, il n'y a pas d'absorption de lumière, il n'y a pas de couleur, c'est blanc. Et bien maintenant, on va faire un traitement de réduction. Réduction, c'est-à-dire qu'on met un électron. Donc, vous allez avoir maintenant un électron qui va se promener autour du titane. Ben, il peut bouger. À ce moment-là, ça va absorber de la lumière et ça va être coloré, ça va être violet. Donc, ça veut dire que si vous faites votre verre ou votre céramique, ou votre plastique, enfin, peu importe, avec un pigment blanc qui est de l'oxyde de titane, ça va vous donner des belles couleurs. Le blanc va simplement renforcer la couleur. Mais si vous avez un traitement un petit peu réducteur dans votre four, à ce moment-là, vous allez avoir apparaître du violet, ce que vous ne voulez pas. Alors, donc c'est facile, hein. S'il y a ou pas des électrons, c'est coloré ou pas. Alors pourquoi le titane va donner du violet? Ben, c'est assez facile à comprendre. Vous avez le spectre ici qui va du rouge jusqu'au bleu. Pour faire bouger l'électron, il faut de l'énergie qui correspond à la lumière verte. Ne me demandez pas pourquoi, je peux vous le démontrer, mais enfin, ce n'est pas ça qui est intéressant. Donc vous allez absorber le vert pour faire bouger l'électron, le vert VERT, hein, pas VE2RE. Et ce qui va passer, c'est le bleu plus le rouge. Bleu plus rouge, tout le monde sait que ça fait du violet, d'où la coloration violette du titane dans cet état-là. Si vous avez par contre du cuivre, qui est aussi un des pigments importants, vous savez bien que le cuivre, c'est plutôt bleu. Alors pourquoi l'un est bleu et l'autre est violet? Ben, ce n'est pas difficile. Là, l'électron, dans les deux cas, vous allez faire bouger un électron. Hein. Là, l'électron va bouger dans le champ d'un ion 3 fois plus. Là, dans le champ d'un ion 2 fois plus. Ben, c'est comme un satellite qui tourne autour de la Terre ou autour de la Lune. Il faut beaucoup moins d'énergie pour modifier le mouvement d'un satellite autour de la Lune parce que l'attraction est faible qu'autour de la Terre. Ben, c'est pareil. L'attraction par un ion 3 plus est plus forte que par un ion 2 plus. Donc, si vous passez d'un ion trivalent titane 3 plus au cuivre 2 plus, et bien, au lieu d'absorber dans le vert, vous allez aller vers des énergies plus faibles, donc vers le rouge, et vous allez absorber du côté du rouge. Et par conséquent, ce qui va passer, c'est le bleu. Donc, règle relativement simpliste, tous les ions 2 fois plus vont donner du bleu. Donc ça, c'est tout à fait général. Ça, c'est des céramiques pour illustrer un petit peu. Hein. Le bleu égyptien, qui est le premier pigment synthétique créé par l'homme. Le bleu égyptien, c'est du cuivre, donc que vous retrouvez sur les bas-reliefs qui sont ici, que vous retrouvez aussi sur les pattes de verre du masque de Toutankhamon, etc., et qui avait servi à remplacer le lapis lazuli, qui est une pierre précieuse qui coûtait relativement cher. Eh bien, ce bleu égyptien, c'est simplement du cuivre, d'après les analyses qu'on a pu faire. Alors moi, je m'excuse, en arabe, je ne suis pas très doué, je vous laisse lire ceci, c'est le village des artisans hein, en Égypte, c'est le village des artisans. Ben, il est fait simplement en mettant des oxydes de cuivre, vous mélangez de la silice, du calcium, du sodium, ça va donner un verre en fait, hein, et vous rajoutez du cuivre dedans, vous faites fondre tout ça, et c'est le cuivre de plus qui va donner cette couleur bleue, qui a été le bleu égyptien qui a dominé le monde pendant quelques siècles, hein, jusqu'à ce que d'autres bleus soient découverts. Alors le bleu égyptien, c'est du cuivre. Le cuivre peut donner du bleu, mais vous devinez aussi, bleu si j'absorbe dans le rouge, mais si j'absorbe un petit peu plus à gauche, je vais laisser passer du bleu plus un peu de jaune, un peu de vert, c'est-à-dire que ça va être du vert. Donc avec les sels de cuivre, vous obtenez du bleu ou du vert. Ça, c'est deux minerais, l'azurite et la malachite. Vous obtenez des choses qui vont osciller entre bleu et vert, selon un petit peu le cas, bien évidemment. C'est le vert, bon, il y a énormément d'exemples en peinture. J'ai pris l'exemple du vert véronèse. Ce qui est intéressant, c'est l'exemple que vous avez sur le tableau de Gauguin qui est ici. Il est intéressant parce que c'est très facile à faire. Vous prenez du cuivre, en limaille, hein, vous le dissolvez dans du vinaigre, vous voyez, c'est quasiment une recette de cuisine, et vous le précipitez en mettant de l'arsénate de sodium. Donc c'est un composé qui contient de l'arsenic, mais qui a été utilisé couramment, y compris pour faire des papiers peints. Évidemment, pas très sain. On pense que Napoléon, qui est mort à Sainte-Hélène, si je me souviens bien, plus ou moins intoxiqué par l'arsenic, c'était peut-être bien parce que le verre des papiers peints était fait avec de l'arsenic. Bon, mais vous voyez qu'à une époque, la publicité était de dire que le papier peint était libre de tout arsenic. Mais enfin, bon, il y a pas mal de colorants à base de plomb, hein,
qui contiennent des composés qui ne sont pas forcément toujours sains. Alors le bleu du cuivre est assez joli, c'est le bleu égyptien, mais le cobalt donne un bleu beaucoup plus intense. Alors ce n'est pas très difficile à expliquer, mais enfin en scientifique il faudrait peut-être faire un peu plus simple, mais disons que le bleu que vous allez avoir le cobalt, c'est toujours du cobalt 2, donc ça va être du bleu, encore ça va toujours être dans les bleus, mais des bleus beaucoup plus intenses, toujours pour la même raison, hein, ça va absorber du côté du rouge et donner du bleu, donc voilà un verre, un flacon, un verre avec du bleu au cobalt. Vous avez les faïences de Nevers où le bleu est à base de sel de cobalt. Vous avez un vitrail que je trouve superbe à la cathédrale de Chartres qui s'appelle le vitrail de Notre-Dame de la Belle Verrière, qu'on voit donc en transmission, en transparence, et vous voyez que vous avez du bleu qui est dû au cobalt, du bleu très intense et qui dure très longtemps, et vous avez du rouge, et bien le rouge c'est le rouge rubis dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors le bleu cobalt a été utilisé abondamment. Là vous avez un petit peu, pour ceux qui sont céramistes, ils vont comprendre ce qui est écrit. Je ne suis pas un céramiste, donc je vous laisse lire un petit peu, mais vous voyez que dans ces faïences de Nevers, le bleu qui est ici est dû au fait qu'on a mis des oxydes de cobalt. Alors c'est un colorant, un pigment qui est extrêmement utilisé dans le domaine des céramiques. Voilà encore un exemple des céramiques, des faïences de Nevers, où vous avez du bleu, puis d'autres couleurs, hein, mais enfin, là encore, le bleu, c'est dû au fait que vous avez mis des oxydes de cobalt, qui va vous donner du bleu très intense. Alors, c'est aussi ce qu'on appelle le smalt. Le smalt, ça va permettre de colorer des céramiques, comme ceci, et de colorer des céramiques avec, en fait, ce qu'on appellerait une frite de verre, c'est-à-dire, vous avez un sable de silice, avec un fondant qui est le potassium, dans lequel vous avez du cobalt, et donc ça va fondre, donner du verre que vous broyez en poudre, et qui vont donc donner une poudre bleue que vous allez pouvoir mélanger avec la céramique ou déposer sur la céramique et puis refondre pour vous donner du bleu. C'est une façon d'introduire le pigment bleu à l'intérieur de la céramique. Alors vous savez aussi, je pense, que le cobalt a une propriété originale, c'est qu'il peut être bleu ou rose. C'est peut-être pas très utilisé en verrerie ou dans la céramique, c'est très utilisé au laboratoire. Le chlorure de cobalt est bleu, comme je viens de le dire, mais si l'atmosphère est humide, il devient rose. Alors pourquoi il passe du bleu au rose? Simplement parce que quand il est chlorure de cobalt, il est entouré de 4 atomes chlore, et quand il y a l'eau, il y a 2 molécules d'eau qui viennent en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un cas, l'électron bouge dans le champ de 4 chlore négatifs, et dans l'autre cas, il bouge dans le champ de 6 atomes négatifs, donc dans une espèce de condensateur dans lequel le champ électrique est plus important. Et donc ça déplace l'absorption. Alors ça, c'est quelques exemples. Le cobalt est l'exemple classique, donc ça permet de savoir si c'est humide ou pas humide. Bon, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est que quand il a 6 voisins, il va absorber dans le bleu, donc des énergies assez fortes, et il va laisser passer ce qui est ici plutôt dans le rouge-rose. Rose, c'est du rouge peu intense, hein, et quand il n'a que 4 voisins, il absorbe des énergies plus faibles, et il va laisser passer plutôt ce qui est du côté du bleu. Un autre exemple assez connu dans le domaine du verre, c'est le nickel. Selon la matrice vitreuse que vous utilisez, en particulier selon le fondant, vous voyez qu'avec du potassium, le nickel donne du violet, avec du sodium, il donne du brun, et dans les verres boraux avec du bore, il donne du vert. Donc ça veut dire que le mouvement de l'électron est sensible aussi à ce qu'il y a autour, ce qui est à peu près évident. Hein. Mais c'est quand même des cas relativement rares. C'est typiquement le cobalt et un peu le nickel. En général, ce n'est pas le cas. Un pigment important dans le domaine des verres et des céramiques, c'est le fer. Alors pourquoi important? Parce que tous les sables, toutes les argiles qui servent à faire ces matériaux-là, contiennent toujours du fer. Par conséquent, c'est une des impuretés classiques dont il est difficile de se débarrasser et qui donne des colorations. Alors ce qui est très joli, c'est les colorations dues au fer ferreux, qui sont donc dans les bleus. Bleu-vert, c'est ce que j'ai dit pour le cuivre, pour le cobalt. Ces ions bivalents de charge, ça va plutôt donner du côté bleu-vert, et c'est les céladons coréens qui vont absorber donc dans le rouge, comme le cobalt et le cuivre, et laisser se passer du bleu plus du jaune, c'est-à-dire du bleu-vert. Alors en plus, ce que j'ai signalé tout à l'heure, il y a une glaçure qui va donner cet aspect brillant, etc. En général, le fer n'aime pas être à le degré d'oxydation 2, il s'oxyde très facilement. C'est-à-dire que le fer que vous voyez dans la nature, c'est les terres ocre, c'est le fer ferrique, les oxydes de fer ferrique,
Et c'est les latérites, c'est les terres ocres, c'est l'ocre qu'utilisaient nos ancêtres dans les grottes pour faire les peintures pariétales. Donc ça, c'est du fer ferrique, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Fer ferrique, il faut plus d'énergie, donc vous absorbez l'énergie dans le bleu et vous laissez passer le rouge, comme le titane. Alors ça peut être plus ou moins absorbé dans le bleu. Hein, si c'est par ici, ça va être du violet. Si c'est par ici, ça va laisser passer du rouge, jaune, orange. Donc le fer ferrique, la plupart des systèmes qui contiennent du fer, les poteries, enfin toutes les poteries anciennes, elles sont toujours la brique. Hein, l'argile contient du fer et si on ne fait rien de spécial, ça va donner une coloration un peu ocre, qui est la coloration typique de toutes les poteries classiques. Si on veut faire des céladons, il faut éviter l'oxydation spontanée, je dirais, du fer, et par conséquent, là, il faut jouer avec le feu, et il faut jouer avec le feu pour faire une cuisson réductrice. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les céladons, mais quand j'ai lu, c'était Durand, là, au Collège de France, qui s'occupe de la Mésopotamie, etc., et qui m'avait montré des manuscrits décrivant comment on menait le traitement des fours pour faire les céramiques. Eh bien, à un moment donné, on ferme le four et on met du bois vert. Eh bien, quand on met du bois vert et qu'on ferme le four, ça veut dire qu'on passe en atmosphère réductrice et qu'on transforme le fer ferrique rouge en fer ferreux bleu-vert. Si au contraire on ouvre le four et qu'on laisse l'air, c'est en atmosphère oxydante et on repart. On va voir ça tout à l'heure, ça va être très important. Et donc c'est toute la subtilité des céladons, c'est de garder cette teinte dans les bleutés, donc d'avoir du fer à l'état ferreux, et selon un peu la composition, etc., vous voyez qu'on va jouer dans des bleus-verts assez subtils. Voilà une palette qui est relativement ancienne de la Chine du XIIe siècle, XIIe siècle, et vous voyez que les différents échantillons de céramique que l'on obtient, selon qu'on fait une cuisson réductrice, on reste plutôt dans les bleus, mais si c'est une cuisson oxydante, donc on va passer au fer ferrique, on va obtenir des teintes plutôt dans les bruns rouges. Alors ça, les oxydes de fer, c'était les premiers pigments utilisés par l'homme, du temps de Néandertal, Cro-Magnon dans les grottes, pour faire, pourquoi? Parce que la terre ocre, il y en a partout par terre, je pense qu'il y en a aussi bien en Tunisie qu'en France, de cette terre ocre, il suffit de la prendre, de la mélanger un peu avec de la graisse ou quelque chose comme ça, ou un autre liant, pour la déposer et faire des peintures, vous voyez, qui sont en général rouges. Rouge, c'est la couleur naturelle de ces oxydes de fer. Mais il y a des choses très intéressantes. Si vous regardez ces peintures pariétales, en gros, ça joue entre le jaune et le rouge. Il y a du noir aussi, on y verra tout à l'heure. Là, le noir est dû soit à du charbon de bois, soit à des oxydes de manganèse, mais pas à du fer. Ce qui est intéressant, c'est ce jeu qu'ont trouvé les hommes préhistoriques pour passer du jaune au rouge. Alors, ce qui se passe, c'est simplement la chose suivante. Ça a été étudié avec les gens du musée du Louvre. On a analysé un petit peu ces pigments-là, et on s'est aperçu que, je dirais que le minerai naturel, c'est un oxyde de fer hydraté qui s'appelle la goethite et qui est jaune. Les couleurs là ne sont pas très bien rendues par l'ordinateur, c'est jaune. Et si vous déshydratez par chauffage, à ce moment-là, ça va devenir orange-rouge. Et ça va devenir d'un rouge d'autant plus foncé que vous avez chauffé plus haut. Ça veut dire que vous allez avoir une évolution de la coloration avec la température de chauffage. Et la température de chauffage, c'est la maîtrise du feu, c'est l'avancée, c'est le développement technologique de l'homme. Plus il s'est développé au point de vue technologique, plus il a été capable de faire des températures élevées. Par conséquent, en regardant simplement ces pigments des grottes pariétales, on peut avoir une idée de l'avancement technologique d'une civilisation. Donc vous allez avoir passé du jaune au rouge, donc ça c'est les bisons d'Altamira, au rouge sombre, simplement selon la température de déshydratation du système. Puis ça va faire grossir les grains, enfin je n'entre pas dans le détail, mais vous allez avoir des choses qui passent du jaune pâle au rouge sombre. Intéressant, c'est quand vous avez du noir. Vous avez du noir, à ce moment-là, on arrive typiquement à l'époque des Grecs. On a du noir, pourquoi? Bien parce qu'on va faire un traitement réducteur et on va avoir un mélange de fer ferrique et ferreux. Et à ce moment-là, ça donne le noir qui est ici. C'est un oxyde qui s'appelle la magnétite, Fe3O4, qui est ici, et qui est noir. Ça, c'est intéressant, que si vous regardez un petit peu l'histoire des poteries de la céramique, au début, je dirais qu'elles n'étaient pas colorées, et puis progressivement, vous avez eu des pigments rouges, alors du jaune au rouge foncé, et puis
les Grecs avec ces magnifiques poteries où il y avait du noir. Alors ça, c'est vraiment la science ou la technique des Grecs d'arriver à faire ce genre de poterie. Bon, pas très bien. Voilà. Et c'est simplement une réaction chimique qui est écrite ici, hein, mais qui nécessite de maîtriser le feu. Et de maîtriser le feu de plusieurs façons. Alors voilà les poteries grecques, typiquement en rouge et noir. Alors voilà comment c'est fait. C'est fait avec des argiles naturelles, hein, comme pour la plupart des poteries, qui contiennent du fer, donc qui vont vous donner, si on le chauffe, qu'on appelle en atmosphère oxydante, c'est-à-dire avec un four qui est ouvert, ça va vous donner du rouge. C'est donc les jaunes-rouges qui sont ici. On fait la pièce. Sur la pièce qu'on a refroidie, séchée, on va appliquer une barbotine d'argile très décantée, c'est-à-dire quelque chose de très très fin, qu'on va appliquer pour faire le dessin. Et à ce moment-là, on va faire un autre traitement thermique, qui doit être écrit ici. C'est en 3 étapes. Première étape, cuisson oxydante, tout est rouge. Deuxième étape, on a mis la barbotine. Alors deuxième étape, non. On fait ce que j'ai appelé tout à l'heure, on ferme le four, on met du bois vert, atmosphère réductrice, ça devient noir. Et troisième étape, on ouvre, mais avant d'avoir ouvert, on a mis la barbotine. Donc tout ce qui n'est pas recouvert de barbotine s'oxyde, et ce qui est caché par la barbotine reste noir. D'où la possibilité d'avoir du noir sur ces vases-là. Vous voyez que c'est quand même pour mener un four de façon assez sophistiquée. Alors derrière cette affaire-là de ce noir des vases grecs, vous avez un autre colorant que vous connaissez bien, qui est le bleu de Prusse, qui est bleu. Et le bleu de Prusse, c'est là encore un mélange de fer ferreux et de fer ferrique. Alors là, j'ai une petite manip que je ne fais pas ici, parce qu'à la douane, c'est assez difficile à passer en ce moment, ce genre de choses, qui est simplement la manip suivante, mais j'ai fait un petit film. Vous avez ici, dans l'éprouvettes, du fer ferrique, donc légèrement jaune, un peu, du fer ferreux, un peu verdâtre, très pâle. Et ici, on va mélanger les deux. Donc voilà ce que l'on va obtenir. Et vous voyez que dès qu'on mélange les deux, il apparaît une coloration bleu foncé, qui est le bleu de Prusse. Ça veut dire qu'ici, la couleur, ce n'est pas exactement ce que j'ai raconté. Ce n'est pas la couleur du fer ferreux, ce n'est pas la couleur du fer ferrique, ce n'est même pas la somme des deux. Mais maintenant, le fait que vous avez ces deux ions ferreux-ferriques qui ne diffèrent que d'un électron, l'électron peut sauter de l'un à l'autre. Et c'est ce mouvement-là qui va absorber dans le domaine du rouge et qui va donner des colorations extrêmement intenses, qui sont des colorations bleues ou noires. Donc c'est typiquement le bleu de Prusse, qui est un colorant dont vous avez forcément entendu parler, utilisé en domaine de vitrage, de la verrerie industrielle, pour faire les vitrages électrochromes. Ça peut être fait, il suffit d'avoir un ion à 2 états d'oxydation. Alors le fer, bien évidemment, mais le fer est coloré spontanément. En vitrage, on fait ça avec de l'oxyde de tungstène, qui est incolore. Eh bien, si on le rajoute des électrons, alors cette fois-ci par un potentiel électrique, on va faire une petite batterie, une petite pile, eh bien à ce moment-là, ça va devenir bleu. Bleu, pourquoi? Parce que l'électron va se mettre à sauter. Et ça va vous donner des vitrages électrochromes. Vous voyez, cette salle de bain est bien éclairée. Si vous voulez, vous appuyez sur un bouton, ça devient bleu. Le deuxième vitrage devient bleu. Et puis vous appuyez sur le bouton, ça redevient comme ceci. Un exemple ici, c'est une fenêtre qui donne sur Times Square et qui est une fenêtre électrochrome. Et vous voyez que l'on peut faire varier la coloration du vitrage simplement en injectant des électrons, en ôtant des électrons. On les ôte, c'est blanc transparent, enfin incolore plutôt, on les met, ça devient bleu. Alors ça, c'est un phénomène qui s'appelle l'électrochromisme, que vous allez retrouver, voilà, ça je fais une publicité pour Saint-Gobain, qui a développé depuis 2-3 ans les toits de voitures électrochromes, c'est-à-dire que le toit de l'automobile est transparent, et puis s'il y a du soleil, vous appuyez sur un bouton, ou bien vous avez une cellule solaire qui vous donne un signal et qui va faire que le toit va devenir bleu et va donc vous protéger du soleil. Donc vous voyez un exemple qui va des vases grecs au toit électrochrome des voitures. Alors ça, j'aime bien cette animation-là, elle est jolie. C'est exactement la même idée, mais au lieu de passer d'incolore à bleu, ça va passer de transparent à réflecteur. Ça va devenir métallique comme un miroir. Donc vous avez ici, c'est surtout pour je trouve que c'est joli, une fleur, ici un vase, et là le miroir. Alors je vais essayer de faire marcher l'animation. Normalement, elle devrait marcher, voilà. On tourne, vous voyez que c'est un miroir. On ne voit plus la fleur, on voit le vase. Alors, on va mettre un signal
électrique, donc changer les électrons, donc le mouvement des électrons, et à ce moment-là, vous allez voir que ça va devenir transparent et on va voir la fleur qui est derrière. C'est joli. Et donc, vous pouvez, comme ça, passer d'un système qui est réflecteur, miroir ou transparent comme une fenêtre. Donc ça va passer, et puis vous voyez, pour montrer qu'il n'y a pas de trucage, que c'est bien toujours les mêmes. Et si vous faites le signal en sens inverse, bien, ça va redevenir miroir. Vous voyez qu'on peut jouer, alors ce n'est pas de la couleur au sens propre du terme, mais enfin c'est quand même des effets optiques. On peut jouer de cette façon-là pour faire des applications qui sont des applications industrielles. Alors j'arrive maintenant à un troisième type de mouvement. Le premier type de mouvement, c'est l'électron tourne autour de son noyau. Hein. C'était le cuivre, le cobalt, le fer. Deuxième type de mouvement, il saute sur le voisin. C'était l'électrochromisme, c'était le noir des vases grecs. Bien maintenant, il va se promener beaucoup plus loin, sur toute une série d'atomes, ce que j'appelle les électrons délocalisés. Alors c'est typiquement, la couleur, je ne vais pas en parler beaucoup parce que ce n'est pas les verres et les céramiques, mais c'est tous les teintures colorantes qu'on a utilisées au cours des siècles, de base végétale ou animale, le pourpre de Tyr, le pastel, etc., etc., le rouge cochenille, c'est tous les colorants synthétiques de l'industrie organique, etc., depuis Anthony Perkins. Donc c'est tous ces colorants organiques où l'électron en fait se promène sur l'ensemble de la molécule organique. Alors ce qui est intéressant, et puis c'est évidemment, tiens, il devrait y avoir, voilà, ils arrivent, excusez-moi. Il y avait aussi les couleurs des Romains, hein, le rouge dur sulfure de cuivre, c'est-à-dire des systèmes qu'on appelle des semi-conducteurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on peut expliquer la couleur de façon assez simple. On peut faire de la physique un peu compliquée sur la théorie des bandes, mais je ne vais peut-être pas, je crains que tout le monde s'en aille au bout de 5 minutes. Je vais simplement prendre un exemple, je joue de la guitare. Quand vous jouez de la guitare, du violon ou d'un truc comme ça, vous savez très bien que la note que vous allez faire dépend de la longueur de la corde. Là, c'est exactement la même chose. Pas la note, la couleur que vous allez obtenir dépend de la longueur de la corde, c'est-à-dire de la longueur de la distance sur laquelle l'électron va se promener. Alors si la corde est courte, eh bien vous avez une note aiguë, si la corde est longue, vous avez une note grave, ben c'est pareil. La longueur d'onde de la couleur que vous allez obtenir, ben c'est exactement la longueur de la corde. Si elle est longue, vous allez avoir une grande longueur d'onde, si elle est courte, une petite longueur d'onde. C'est aussi simple que ça, et c'est même physiquement à peu près vrai. Alors un exemple, deux colorants classiques qui sont le safran et le carotène, c'est pratiquement la même molécule, mais simplement il y en a une qui est plus longue que l'autre, et par conséquent la couleur passe du jaune à l'orange. Donc vous voyez, c'est directement lié à la longueur. Alors il y a un autre point qui est plus intéressant aussi, qui est le suivant. Si vous êtes un peu musicien et que vous avez acheté une bonne guitare, si c'est une guitare tocarde, vous faites une note, ça fait la note et puis c'est tout. Mais si c'est une bonne guitare, la corde peut vibrer comme elle veut. C'est-à-dire que vous imposez simplement qu'elle ne vibre pas là où vous mettez votre doigt ici et au chevalet ici. Entre les deux, elle fait ce qu'elle veut. Donc elle peut faire ce qu'on appelle le son fondamental. Ça ne bouge pas là, mais ça fait ça. Et puis tout ce qu'on appelle les harmoniques. Lambda sur 2, lambda sur 4, etc. C'est-à-dire à ce moment-là, vous avez un son de la guitare qui est extrêmement riche, qui fait la beauté de la musique de l'instrument. C'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire que vous allez pouvoir absorber la couleur, la longueur d'onde qui correspond à la longueur de la corde, et tous les harmoniques. Alors ça, c'est très important sur le plan de la couleur. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, ça absorbe à un endroit, c'était H nu égale delta E, la règle rigoureuse. Donc vous aviez par exemple absorption du côté du vert, ça laissait passer le bleu plus le rouge, et on voyait du violet. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. Si on a un système délocalisé, donc où l'électron se promène non plus autour d'un noyau, mais sur tout un tas de noyaux, je vais absorber le vert, bien évidemment, mais aussi tous les harmoniques, c'est-à-dire toutes les longueurs d'onde plus courtes ou les énergies plus fortes. Donc je vais absorber aussi tout ce qui est vert, bleu, violet, ultraviolet, etc. Donc je n'aurai pas du tout la même couleur. Là, j'ai du violet. Là, je vais avoir des couleurs tout à fait différentes qui ne seront jamais du bleu, parce que je vais commencer à absorber du côté du bleu. Alors, selon la longueur, entre guillemets, de la corde, hein, c'est une image, selon la longueur de la corde, eh bien, si la corde est courte, on n'absorbe pas dans le visible, on a du blanc, et si la corde devient de plus en plus longue, eh bien, on va commencer par absorber ici, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord du jaune, puis de l'orange, puis du rouge, puis du noir.
Et c'est typiquement la couleur des pigments que vous avez dans le commerce quand vous achetez des eaux jaunes, orange, rouge de cadmium. C'est simplement, alors c'est des semi-conducteurs, mais vous voyez qu'ici, l'absorption est dans le vert, et donc vous allez avoir du rouge avec du jaune, c'est le jaune qui va dominer, vous avez ce pigment-là. Et si vous avez une chaîne qui est plus longue, eh bien vous allez commencer à absorber dans le jaune et ça va vous donner de l'orange, puis du rouge, et puis si vous alliez plus loin, ça donnerait du rouge très foncé, puis du noir. Donc c'est un autre type de coloration, mais qui est utilisé en peinture et des choses comme ça, y compris dans le domaine des verres et des céramiques. C'est le cinabre des Romains, qui était rouge. C'était exactement cette affaire-là. Alors ça a une autre propriété intéressante qui est la suivante. C'est que, voilà, c'est ce qui est ici. C'est ce qu'on appelle les verres ambres. Alors les verres ambres, c'est du verre dans lequel vous avez mis des sulfates et puis du charbon, du coke, dans le verre fondu. Le coke va avoir pour effet de réduire le sulfate en soufre. Si vous êtes amusé à fondre du soufre, vous savez que ça donne quelque chose qui est un peu comme du caramel, comme un polymère. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est de faire des chaînes de soufre, plus ou moins longues selon le traitement thermique, et qui vont donner au verre cette coloration qui est une coloration ambre, simplement parce qu'on a absorbé toute la partie bleue qui est ici. Donc là, c'est un traitement qui est assez subtil, entre la quantité de charbon, de fer, etc. Alors qu'il y a un avantage, en plus de l'aspect esthétique, qui est joli, c'est l'autre avantage, c'est que ça absorbe la lumière dans le domaine du violet et de l'ultraviolet. Si vous avez dedans une boisson gazeuse comme de la bière, du champagne et des choses comme ça, elle n'est pas dégradée. S'il y avait un colorant normal, de style de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, l'UV, en 5 minutes, le champagne, il ne vaut plus rien. Bière, pareil. Le Coca-Cola, encore pire. Donc, ça permet de protéger la boisson qui est dedans de l'ultraviolet. Un autre exemple que vous connaissez sûrement, c'était les phares jaunes des automobiles en France, qui malheureusement n'existent plus avec les normes européennes, mais c'était des colorants au polysulfure où on le voyait jaune comme si c'était du jaune dû à n'importe quel pigment, mais du jaune qui absorbait tout l'ultraviolet et donc qui était bon pour les yeux. Alors là, j'ai parlé d'absorption, c'est-à-dire que le système est coloré, mais vous avez aussi de la matière qui peut émettre de la lumière. C'est ce qu'on appelle l'émission. Alors j'ai pris comme exemple le feu d'artifice que vous connaissez tous. On fait brûler quelque chose et puis ça va donner de la couleur. C'est-à-dire que là, c'est la matière qui brûle et qui se transforme en lumière, en couleur. Alors ça, j'en parle parce que c'est quand même sur le plan actuel, technologique, etc., quelque chose d'extrêmement important. Alors le phénomène, ce qu'on appelle la luminescence, c'est simplement l'inverse du précédent. C'est-à-dire que le système, la matière, le verre, la céramique ou je ne sais pas quoi, est déjà dans un état de haute énergie, un état excité. Pourquoi? Parce qu'on lui a fourni de l'énergie d'une autre façon, et je vais le dire tout de suite, et il revient à l'état initial en lâchant son énergie sous forme de lumière. C'est exactement le phénomène inverse. Donc il suffit d'avoir excité le système et il va spontanément relâcher son énergie en émettant de la lumière. C'est ce qu'on appelle d'une façon générale la luminescence, et selon la façon dont on a fourni de l'énergie au préalable, eh ben ça s'appelle de la, alors je ne sais pas moi, pas tout, thermoluminescence si on a chauffé, bioluminescence si c'est de la biologie, électroluminescence si c'est un bombardement électronique, etc., etc. Enfin, il y a un nom qui définit la façon dont on a excité, et puis luminescence. Alors quelques exemples que vous connaissez bien, le verre luisant. Le verre luisant émet de la lumière, je crois que c'est pour attirer les femelles. C'est une réaction qui est simplement une oxydation d'un produit biologique qui s'appelle la luciférine, catalysée par une enzyme qui s'appelle la luciférase. Et cette réaction chimique d'oxydation va donner un produit biologique dans un état excité, juste après la réaction, qui redescend en émettant de la lumière. Et c'est donc la bioluminescence des verres luisants. Alors là, j'ai quelques images que je trouve superbes, c'est pour ça que je me permets de vous les montrer, qui sont la bioluminescence dans les abysses, dans les fonds marins, très bas, où la lumière n'arrive plus, à 3000, 4000 mètres. Donc c'est ce qu'on appelle le langage des ténèbres. Les organismes peuvent communiquer, bien sûr, par le son, mais par la vue, ils ne peuvent plus. Donc il faut qu'ils émettent de la lumière. Donc ce sont ces méduses qui émettent de la lumière. Vous avez d'autres organismes qui sont ici. Ne me demandez pas les noms, ils sont un peu, je ne suis pas très bon en latin.
mais simplement la beauté des choses. Alors ils émettent de la lumière, soit pour se reconnaître entre mâles et femelles, soit pour au contraire éviter une proie, soit au contraire pour récupérer une proie. Celui qui est très amusant, c'est celui-là, où il a un petit lumignon là devant la gueule. Et le petit lumignon, évidemment, les autres organismes, les petits poissons qui sont dans le coin, ils se disent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fête, ils arrivent au petit lumignon, mais derrière le petit lumignon, il y a la gueule qui est béante. Donc vous voyez que sous ça, c'est de la luminescence qui est utilisée par le vivant pour... Alors on peut aussi faire de la luminescence, nous, faire non pas une réaction biologique, mais une réaction chimique, en faisant une réaction d'oxydation. Alors une des plus classiques, c'est celle qui est ici, où on oxyde le luminol, c'est un produit organique qui est ici, par de l'eau oxygénée. Alors c'est une petite animation. Vous allez voir la chose suivante. On a deux récipients, l'un qui contient l'eau oxygénée et l'autre le luminol avec du cuivre qui sert de catalyseur. On mélange les deux et vous voyez que ce n'est pas simplement un mélange, ça émet de la lumière, une lumière bleue. Ça fait de la chimiluminescence. C'est-à-dire que la réaction chimique a fabriqué ce produit sous forme excitée et la relâche son énergie sous forme de lumière bleue. Alors pareil, je ne fais pas la manip ici parce que c'est difficile à transporter à travers les airs. Je vais vous en faire une autre juste après. Ouais. Une application, c'est en criminologie. Parce que cette luminescence du luminol est extrêmement sensible à la présence de traces de fer. Le fer, c'est dans l'hémoglobine. Donc quand il y a eu des crimes et qu'on essaye de retrouver des taches de sang, on ne les voit pas à l'œil nu, mais on se met dans le noir, avec du luminol, et en lumière ultraviolette, on voit immédiatement des toutes petites traces de sang. Regardez, écoutez à la radio ou à la télévision, quand il y a des crimes, souvent ils font ça. Alors ce qu'on peut faire, ça c'est une manip que je vais faire ici, c'est voilà, c'est de la chimiluminescence. Donc c'est le petit bâton qui est là, c'est ce que j'ai ici. C'est simplement deux produits chimiques, mais qui sont isolés parce qu'il y en a un dans une petite ampoule de verre. Ben, ce que je vais faire, c'est simplement casser l'ampoule de verre, agiter, et vous voyez, de la chimiluminescence. C'est superbe. Mais ça, à la douane, ça va durer pendant une journée. Hein. Demain matin, je vais vous l'offrir. Je me permets de vous l'offrir. Ça ne coûte rien, ça coûte 1 €. Et non, mais c'est intéressant, j'ai acheté ça à Carrefour, hein, parce que si vous êtes en panne la nuit en voiture, vous faites ça, et ça vous permet de voir, je vous dis, je pense que demain matin, ça va encore briller. Donc vous voyez qu'on peut émettre de la lumière par des réactions. Alors on est un petit peu loin du domaine du verre, mais pas si loin que ça. Derrière ça, il y a la télévision. La télévision, c'est quand même un écran qui est un écran de verre, sur lequel on a déposé, vous le gardez ou vous le faites passer au choix, sur lequel on a déposé des luminophores qui sont en fait des céramiques, des poudres minérales, qui ont cette propriété-là. Alors la télévision, vous connaissez bien, j'ai pris celle-là, cette chaîne, avec un acteur, c'est même un homme politique maintenant, je crois, bien connu d'un pays ami. Il faut que je revienne en arrière. Luminophores, c'est ça. Ce sont des poudres, donc c'est plutôt le domaine de la céramique, qui ne sont pas colorées. Elles sont blanches. Donc quand l'écran est éteint, l'écran, vous voyez, est blanc ou grisâtre à cause de l'eau. Et ce que vous allez faire, vous allez exciter ici par la lumière ultraviolette, et vous voyez que chacune de ces poudres qui étaient blanches émet une lumière. Si vous arrangez pour qu'il y ait les trois couleurs fondamentales, le bleu, le rouge, le vert, qui permettent de reproduire toutes les couleurs, vous avez un écran de télévision, et il suffit d'exciter ceci. Donc vous avez plusieurs luminophores, on appelle, c'est donc un domaine qui est important sur le domaine technologique actuellement, c'est tous les écrans télévision. Vous avez un ensemble de luminophores qui vous permettent de faire de la télévision en couleur. Alors l'excitation, elle peut être avec des UV. Dans la télévision, c'est le bombardement des électrons, c'est le tube cathodique. Un point amusant aussi qui est assez nouveau, c'est ce qu'on appelle les quantum dots ou les nanoparticules. Donc c'est de la luminescence, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la couleur que l'on va avoir dépend de la taille, de la longueur sur laquelle l'électron va se déplacer. Si on fait une petite particule dont les dimensions sont plus petites plus petites que la dimension de la lumière, l'électron va être confiné, il ne va pouvoir se promener que dans la petite particule. Mais si vous la faites grossir, la longueur, la couleur va changer.
Donc on va jouer sur la taille de la particule de façon à jouer sur la couleur. Et plus la particule va être grosse, c'est exactement la corde de guitare que j'ai racontée tout à l'heure, plus vous voyez qu'ici l'électron peut se déplacer sur une longueur plus grande qu'ici, et donc on va avoir une longueur d'onde plus grande, ça va être du rouge et non pas du bleu. Donc vous pouvez contrôler la couleur d'une particule ayant une composition chimique donnée, simplement en changeant sa taille. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez joli, voilà ce que l'on obtient. Donc avec une seule nature chimique de particules, ça doit être des sulfures, vous voyez, sulfure de zinc, c'est les nions de cadmium. En changeant la taille de la particule, ça c'est de l'émission de lumière. Hein. En changeant la taille de la particule, vous voyez, vous pouvez reconstituer tout l'arc-en-ciel. Donc vous avez à votre disposition toute la palette des couleurs qui sont possibles. Et exciter toutes avec une seule lumière, hein, pas avec plusieurs lumières différentes. Alors voilà une réalisation récente. Ces petites particules sont toutes petites, donc il n'y a pas de diffusion, et donc si vous étiez dans un verre, c'est transparent. Et puis elles n'ont pas forcément de couleur. Par contre, si vous éclairez le verre aux ultraviolets, vous avez le verre qui devient luminescent. Donc il est à la fois transparent et luminescent. Ce que n'est pas un écran de télévision. Un écran de télévision, la poudre qui est derrière est opaque. Donc on bombarde par derrière, on regarde par devant la lumière qui est émise, mais il n'est pas transparent l'écran. Alors ça a notre intérêt aussi dans le domaine médical, c'est-à-dire que ces petites particules peuvent traverser les membranes et se fixer un petit peu n'importe où, et selon la taille, elles vont avoir des couleurs différentes, et ça fait un petit peu comme un code barre, c'est-à-dire que ça peut permettre de reconnaître certaines cellules. Donc vous voyez ici, par exemple, pour faire de l'imagerie médicale, vous allez reconnaître des cellules, les mitochondries sont colorées en rouge, les microtubules, enfin c'est de la biologie, hein, ne me demandez pas trop, mais vous pouvez colorer de façon distincte certaines parties de l'individu plutôt que d'autres et pouvoir faire des analyses de biomédicales. Alors j'arrive à peu près à la fin, ce que j'appelle la course aux écrans plats, c'est-à-dire c'est vraiment un des enjeux technologiques extrêmement importants actuellement, que vous connaissez tous, hein, c'est le développement à toute allure des écrans plats pour les ordinateurs, pour l'affichage, etc. Et il y a tout un tas de dispositifs qui sont maintenant dans le commerce, selon la façon dont on excite le matériau pour avoir la couleur, ben, ça s'appelle les plasmas, effets de champ, les diodes et les cristaux liquides, etc. Les plasmas, ben, c'est à peu près ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais les rayonnements UV ou les électrons, non c'est les UV ici, sont produits en envoyant une décharge électrique dans un gaz, et puis ces rayonnements UV vont exciter ben, les luminophores comme tout à l'heure. Mais ce qui est très joli, alors voilà par exemple les écrans plasma, c'est actuellement je crois ce qui marche le mieux sur le commerce. Vous voyez que la taille de l'écran plat est loin d'être ridicule, hein, à côté de cette jeune femme, avec des diagonales qui sont 2 mètres, avec des qualités optiques qui sont tout à fait extraordinaires. Que voulez-vous montrer? Des choses qui sont, à mon avis, encore plus amusantes. C'est des diodes. Alors cette fois-ci, c'est 2 parties semi-conductrices. Je ne veux pas développer les diodes, hein, mais on met un potentiel et puis on fait apparaître des couleurs. Vous connaissez toutes les diodes électroluminescentes, c'est ce que vous avez sur le tableau de bord de votre voiture. Hein. C'est même ce que j'ai ici. Quand j'appuie sur le bouton ici, je fais apparaître du rouge. C'est en fait une diode que j'ai. Et je mets un courant et je fais apparaître de la lumière. Alors, ce qui est très joli, c'est que maintenant, ça peut se faire. Alors, c'est plus du verre, c'est plus de la céramique, je suis désolé. Je suis en train de parler contre mon camp. Ce sont des polymères organiques qui possèdent ces propriétés. Ça a été découvert par Kodak il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire les diodes électroluminescentes organiques, que vous connaissez. Hein, vous avez ça sur vos appareils, sur les mobiles, sur les petits appareils photo, sur les rasoirs, etc. C'est des petits dispositifs d'affichage. Et alors cette fois-ci, ce qui est intéressant, on peut faire des écrans de télévision avec un écran plat qui est loin d'être ridicule au point de vue de la dimension. C'est évidemment Samsung qui développe cette affaire-là. On peut faire des écrans plats et concurrencer les écrans plats, mais on peut aussi faire ce qu'ils appellent des faux LED. C'est-à-dire, vous faites, c'est un truc en polymère, donc c'est souple. C'est pas comme du verre, ça ne se casse pas. C'est pas comme de la céramique. C'est souple et donc vous pouvez faire quelque chose qui est une espèce de feuillet. Alors voilà, vous pouvez avoir un écran qui va se dérouler. Vous voyez ici votre portable, c'est pas très lisible, mais si vous appuyez, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui est un écran qui vous permet de faire de l'affichage. Et alors, l'avant-dernière diapositive, c'est celle-ci. Vous voyez qu'on peut faire ceci sur un écran souple. Et voilà, je trouve très joli, c'est un écran de télévision en polymère. C'est une feuille, vous pouvez la plier, vous pouvez la tordre, vous pouvez la mettre dans votre poche, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Là, je crois que les verres et les céramiques... Mais enfin, avec la chimie douce dont j'ai parlé hier, on doit pouvoir combiner tout ça. Et c'est quand même assez joli. Et ça marche, hein. Donc c'est branché, c'est un écran de télévision. Alors la dernière diapositive, c'est celle-ci. C'est-à-dire que verre et céramique, ce sont des arts du feu, et que tout le jeu pour faire la couleur des verres et céramiques, c'est en fait de jouer avec le feu et la lumière. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans les différents traitements. Donc c'est vraiment ce jeu du feu et de la lumière qui va vous permettre de faire des œuvres d'art telles que celle-ci, ou telles que celles que vous faites, ou que d'autres artistes ici font. Merci.